Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Les Bulls viennent de terminer une série de 4 matchs à domicile où on a vu un petit peu de tout. On a vu plein de choses. On avait des victoires assez éclatantes contre Memphis et contre Houston pour débuter et terminer ce homestand de 4 matchs. Et entre ces deux matchs, on a aussi vu deux défaites en back-to-back face à Toronto et Cleveland qui ont été un peu plus laborieuses, notamment au niveau de nos principaux joueurs qui ont quand même connu pas mal de difficultés. On va revenir sur tout ça, sur ces quatre matchs-là et sur un petit peu tout ce qu'on a vu de tel et tel joueur. Mais avant ça, on va faire un point rapide, et je pense pour la dernière fois, sur le tanking et la loterie. Donc nos chances à la loterie ont méchamment diminué avec les deux victoires qu'on a signées sur cette petite série de 4 matchs, et notamment donc celle contre Memphis, parce que évidemment, on s'en doutait déjà avant, ça allait être extrêmement compliqué, voire impossible de les rattraper dans ce classement pour la loterie. Mais là, du coup, en les battant, c'est mort, quoi. Il n'y a absolument plus d'espoir à ce niveau-là. Euh, on le voyait venir, c'est une surprise pour personne, hein. Comme on l'a dit mille fois, les équipes comme Memphis, Dallas, Washington, Indiana, Brooklyn, tout ça, ça tanque depuis des mois et des mois. Et nous, on essaie encore de gagner des matchs. Donc il est logique et normal qu'on soit à la traîne par rapport à ces équipes-là et que au final, on se fasse bananer, quoi. Le seul espoir qu'on a encore à l'heure actuelle, le petit espoir qu'on a, c'est les Pelicans, parce qu'eux, ils n'ont pas leur pic. Ils essayent de gagner des matchs. Ils ont déjà dépassé Memphis d'ailleurs. Ils sont passés devant Memphis au classement. Et plus ils vont gagner des matchs, et plus il y a des chances qu'ils nous passent devant nous et Milwaukee. Seulement, bon, là, ils ont perdu cette nuit contre les Knicks, et ça commence à faire un écart assez important vu qu'il reste pas énormément de matchs. Donc, il faudrait quand même que là, pour que ça arrive, quand même, il faudrait que les Pelicans, ils enchaînent quelque chose d'assez concret sur les matchs qui leur restent, et leur calendrier est pas si évident que ça. Donc, j'y crois moyen. Et de toute façon, à part ça, on n'a plus aucune chance, quoi. Parce que même Milwaukee, maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo, on a le même bilan, 29 victoires, 42 défaites. Sauf que Milwaukee est passé devant nous à la loterie. Ils sont à la 9e place, et nous on est à la 10e, avec le même bilan. C'est-à-dire que si on termine la saison régulière avec un bilan similaire, il faudrait être départagé à la pièce, je crois, mais enfin voilà, là à l'heure actuelle, ils sont devant nous, quoi, donc avec un bilan similaire. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on finisse avec un bilan pire que le leur, et vu que nous on essaie de gagner des matchs, ça me paraît assez compliqué. Il reste 11 matchs pour chacune des deux équipes, et donc on verra bien ce que ça va donner. On s'affronte pas en plus, donc on va bien voir. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on en est à espérer que les Pelicans pratiquement gagnent quasiment tous les matchs qui leur restent, quoi, pour nous passer devant. Pendant que nous, on n'en gagne pas trop, quoi, parce que sinon, ça va leur rendre l'émission un peu plus compliquée. Donc, on est à 29 victoires. Je crois que les Pelicans, ils sont à 25 maintenant. Donc, ils avaient 6 victoires, 4 défaites avant d'affronter les Knicks sur leurs 10 derniers matchs. Donc, voilà, ça, c'est pas encore non plus suffisant mais voilà, c'est notre seul mini espoir pour qu'on grimpe d'une place avant la loterie, qu'on se donne les meilleures chances justement le soir de la loterie. Mais comme c'est pas ce qu'on recherche en termes d'objectifs, voilà, on en est là, quoi. Et en vrai, en fait, j'en ai marre de me projeter, de faire des calculs à droite, à gauche, pour rien. Pour rien. Parce que voilà, les dirigeants ne le font pas. Pourquoi moi je m'emmerderais à le faire? J'ai juste envie, là, sur cette fin de saison, et comme je l'avais dit au tout début de la saison aussi, et après, voilà, quand tu rentres à une période de l'année comme la deadline, la coupure All-Star, où tu te dis, bon, là, ce serait bien qu'on se décide à faire quelque chose, et on l'a pas fait. Donc là, moi, en fait, c'est simple, sur les 11 matchs qui restent, je veux juste, comme là sur les derniers matchs, quand je rentre du taf, je me pose, je mets le match, et je veux juste kiffer, regarder un bon match. Voilà, on le gagne pas, ça n'aura aucune importance au final, parce que on va pas remonter jusqu'aux places pool play-in, on va pas se faire dépasser par les équipes qui jouent la loterie, on va rester là où on est, qu'on gagne, qu'on perde, on sera la 10e pire bilan de la ligue. Juste voir des bons matchs, voir des bonnes perfs de Matas, de Josh Giddey, de Rob Dillingham, de Leonard Miller, de Trey Jones, tu vois, ces gars qui sont encore sous contrat. Enfin, Leonard Miller, il a une option, mais il devrait, si on n'est pas trop con, on devrait le garder pour l'année prochaine quand même. Donc voilà, juste
comme le match contre Houston, on va y revenir sur ce match-là évidemment, comme les autres, mais ce match contre Houston de lundi, il a fait super plaisir. Il était vraiment fun à regarder du début à la fin. Il y a eu du suspense, il y a eu du beau jeu, il y a eu des super perfs. Et moi, ça me suffit. J'ai vraiment plus envie de me prendre la tête en il faut qu'on perde celui-là parce que l'autre après il faut qu'il gagne comme ça. Ouais, allez, dégagez-moi tout ça. De toute façon, on n'a aucun contrôle sur les décisions que la franchise va prendre. On ne peut qu'être frustré si on attend d'eux qu'ils fassent ça pendant que nous on veut qu'ils fassent ça. Donc voilà, concentrons-nous sur ce qu'on vient chercher à la base quand on lance un match de basket sur le League Pass, voire un bon match de basket. Voilà. Parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix que d'espérer autre chose. Donc voilà, profitons juste des matchs et on verra bien. Le reste, c'est pas de notre ressort de toute façon. Donc voilà. On va donc revenir sur ces matchs. Et donc Memphis qui, eux, pour le coup, tankent à mort et le font depuis très longtemps, à partir quasiment je crois que c'était début décembre quand Ja Morant s'est blessé. Et depuis, ils ont fait, bon allez, ultra de Jaren Jackson Jr., blablabla. Et là, ils avaient encore la moitié de l'équipe qui était pas présente pour ce match-là au United Center la semaine dernière. Donc voilà, c'est un match qui a, malgré tout, été équilibré jusqu'à la pause, où il y a eu une quinzaine de changements de leader au score sur le premier quart-temps, et sur toute la première mi-temps, c'était extrêmement serré. On n'avait que 4 points d'avance à la pause. Par contre, après, là, par contre, on a enclenché la seconde, on est revenu dans le troisième quart-temps, on a été beaucoup plus énergique, on a pris le contrôle tout de suite, avec notamment un Matas Bouzelis qui a activé le mode domination et qui a été excellent, quoi. D'un côté, il mettait des méga bâches. D'ailleurs, il a signé son centième contre de la saison pendant ce match-là, et c'est une stat sur laquelle on reviendra après. Et de l'autre côté, voilà, il a des dunks puissants, des finitions de qualité au cercle, devant le manque de taille de Memphis, et c'est ça qui était, encore une fois, très important de sa part. Il a mis 18 points en troisième quart, Matas Bouzelis, 29 au total avec 12 sur 22 au shoot, 7 rebonds, 3 contre. Et comme sur plein d'autres matchs qu'on a pu décortiquer précédemment, notamment Golden State qui me revient en tête, les matchs où il a claqué son record en carrière aussi, euh, il manque de la taille en face, je vais attaquer. Je suis plus grand qu'eux, je suis pas forcément le plus costaud, mais j'ai plus de vitesse et j'ai plus de taille, je vais y aller. Et ça, il l'a fait de très très belle manière, encore une fois, contre Memphis, parce qu'il leur manquait de toute façon la moitié de leur équipe, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il a été vraiment vraiment solide sur ce match-là, et ses 18 points au troisième quart-temps nous ont vraiment mis sur les bons rails, parce que en première mi-temps, voilà, c'était très très serré, et derrière, par contre, dès que Matas s'est dit on va accélérer un peu, Memphis, ils ont plus existé, quoi. C'est pas vraiment qu'ils cherchaient plus que ça non plus, hein, on le sait bien, mais bon, voilà, ça reste un match qui, à partir de ce moment-là, va passer dans les 20 points d'écart à peu près au global, et puis les Bulls vont juste s'amuser sur la fin de match et soigner un peu leur stade. Josh Giddey va signer son 12e triple-double de la saison. Rob Dillingham a encore été excellent sur ce match-là avec 15 points et des super passes décisives. Trey Jones qui a toujours été extrêmement efficace. Leonard Miller aussi. Voilà, tout le monde a un petit peu participé à la fête contre une équipe qui, de toute façon, n'attendait que de se faire péter. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde a réussi ce qu'il voulait faire. Et donc Matas Bouzelis, sur ce match-là, est devenu le premier joueur de l'histoire des Bulls à réaliser une saison avec au moins 100 paniers à 3 points et 100 contres. C'était jamais arrivé avant au niveau des Chicago Bulls. Et ils sont deux cette saison à le faire en NBA, lui et Victor Wembanyama. Donc ça place une stat quand même, c'est pas dégueulasse du tout. Et il y a même une autre stat qui est sortie après le match contre Houston, je vais la donner maintenant avant de... Voilà. Il n'y a que 6 joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont réalisé une saison avec 150 paniers à 3 points inscrits, au moins, et au moins 100 contre. Et il y en avait 2 sur le parquet dans le match contre Houston lundi, c'est Matas Bouzelis et Kevin Durant. Les autres, j'ai plus tous les noms en tête, il y a Dirk Nowitzki, mais c'est tous des intérieurs. Voilà. Donc, et Derrick White pourrait rejoindre la liste très bientôt, parce qu'il est pas loin des 100 contre aussi cette saison. Et lui, ce serait le seul arrière vraiment dans la liste, quoi. Mais voilà, ça te situe une perf. Il n'y a que 6 joueurs pour l'instant dans l'histoire de la NBA qui ont réalisé ce genre de saison sur le plan statistique, donc c'est quand même pas vilain du tout. Mais donc voilà, ce match contre Memphis, il a été assez maîtrisé, assez rapidement mis de côté, et voilà, tout le monde s'est fait plaisir. Par contre, après,
le back-to-back Toronto et Cleveland. Donc déjà, on avait le retour de Colin Sexton pour le match contre Toronto, après avoir loupé les 4 matchs précédents. Et en vrai, tu peux envelopper les 2 matchs, Toronto et Cleveland, ensemble, parce qu'ils ont été assez similaires, dans le sens où, déjà quand on avait parlé du match contre Toronto juste après la coupure All-Star, c'était le premier match qu'on avait joué quand on avait repris après le All-Star Weekend. On avait énormément souffert devant leur versatilité défensive, avec des contests dans tous les sens, des mains actives, du physique. Et là, c'était le copier-coller du mois dernier, tout simplement. Même pour Matas, d'ailleurs, qui sur ce match-là, à l'époque, avait eu beaucoup de difficultés. On l'avait dit qu'il avait refusé le défi physique. Il voulait pas s'aventurer dans la raquette parce qu'il y avait du Scotty Barnes, il y avait du, enfin voilà, du AJ Anunoby, enfin bref, tous les très bons défenseurs de cette équipe de Toronto, Colin Murray-Bowles aussi. Et donc là, ça a été un peu le copier-coller. Il a pas, enfin, il s'est un peu contenté de prendre des shoots de loin. Et en vrai, personne n'a vraiment brillé sur ce match-là contre Toronto, à part Rob Dillingham, qui a eu des bons passages. Mais tu regardes par exemple Josh Giddey, 9 points, 4 sur 13 au shoot, 1 sur 8 à 3 points, un seul lancer franc tenté, 0 rebond, ce qui est quand même assez rare pour lui qui a signé plein de triple-doubles, qui a fait des matchs à 8, 9, 10, 12, 13, 15 rebonds. Euh, le voir faire un match à 0 rebond, c'est assez symptomatique du fait que Toronto leur ont dit venez pas nous faire chier dans notre raquette, et les mecs sont restés au loin, et voilà quoi. Donc on s'est fait, enfin voilà. Il a même fait 3 ballons perdus et moins 30 au plus minus sur ce match-là, Josh Giddey. Donc il a vraiment passé un match très pénible. Et d'ailleurs, moins 30, c'est l'écart final, parce qu'on a perdu 139-109 à domicile face aux Raptors. On était déjà à moins 27 à la pause. C'est un match qu'on n'a absolument pas existé, mais alors du tout. Peut-être les 3 premières minutes du match, et derrière, on a pris la marée, c'était terminé. On est même monté à moins 38 à un moment donné dans ce match-là. Donc, bref, c'est vraiment un match où c'est pas la peine de développer plus que ça, parce que bon, il n'y a rien à retenir dessus. Et celui du lendemain contre les Cavs, c'est un peu pareil, sauf que cette fois-ci, on a fait un comeback. On était à moins 29 euh, tôt dans le troisième quart-temps, et on est revenu jusqu'à moins 1. Alors, donc comment dire, ça fait passer le score final enfin, c'était peut-être un match un peu plus serré que. En fait, non, on s'est fait juste pulvériser. Le début du match, il est catastrophique. Mais il est catastrophique. Et on a subi la belle défense des Cavs, qui était pourtant sans Donovan Mitchell, sans Jarrett Allen. Et puis James Harden nous a cuisiné toute la soirée. Il avait déjà 16 points en premier quart-temps. Après 1, 2, 3 plus 1. Donc shoot à 3 points plus la faute. Et derrière, il a fini avec 36 points en multipliant les pick and roll et en laissant. On a laissé beaucoup trop d'espace, on les a un peu laissé faire, on n'a jamais vraiment su s'adapter non plus. Donc, en même temps, Billy l'a cherché celle-ci parce qu'il a sorti Leonard Miller du 5 de départ pour y mettre Colin Sexton, tellement il adore Colin Sexton, tu vois. Et il a donné beaucoup plus de minutes à Patrick Williams. Et puis d'un coup, dans le quatrième quart-temps, il s'est dit tiens, mais j'ai Leonard Miller, il était très bon ces derniers matchs, pourquoi. Tiens, retourne sur le parquet, mon petit. Qu'est-ce qu'il a fait, Leonard Miller? Juste dans le quatrième quart-temps, il a mis 10 points, il a fait des hustle plays, il a mis voilà, avec un end-one, avec un panier à 3 points, il a attaqué le cercle, etc. Et pas à lui tout seul, mais il est un grand protagoniste du fait qu'on est passé de moins 29 à moins 1. Il n'y a pas que lui, il y a Trey Jones qui a fait des super trucs aussi, Rob Dillingham dans la fin du troisième quart-temps aussi. Mais voilà, Leonard Miller, en l'espace de 5 minutes, il a il a totalement démontré pourquoi il n'est plus possible que Patrick Williams obtienne des minutes. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui est passé dans le cerveau de Billy Donovan pour qu'il se dise sur ce match-là je vais sortir Miller du 5, je vais mettre un gars plus petit, et puis après je vais donner plus de minutes à Patrick Williams, et puis. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Mais donc, du coup, on a totalement relancé ce match avec ce très bon passage. Cleveland a même loupé pas mal de lancers francs sur la fin de match, notamment Mobley qui fait 0 sur 2 dans la dernière minute. Et du coup, ça nous a donné l'opportunité peut-être de aller peut-être gratter une victoire qui serait le plus gros comeback de l'histoire de la franchise. Parce que moins 29 points, on n'a jamais fait ça. Le record pour les Bulls, c'est moins 25, 2 fois, je crois, de mémoire. Et là, moins 29, ça aurait été le plus gros comeback ever pour la franchise. Mais malgré les lancers francs loupés par les Cavs, on n'a pas vraiment su en profiter. Des shoots à 3 points qui ressortaient, même quand on prenait le rebond offensif et qu'on retentait un 3 points, ça rentrait toujours pas. Donc
On a fini par s'incliner 115-110 sur ce match-là. Donc pas aussi violent que la veille en termes d'écart, forcément, grâce à ce comeback un peu dans les 15, 16, 18 dernières minutes qui fait office d'arbre qui cache un peu la forêt, parce qu'en vrai, on s'est fait défoncer défensivement, mais c'est catastrophique ce qu'on a vu. Mais on a vraiment, vraiment, vraiment galéré. Et sur l'ensemble des deux matchs, en vrai, il n'y a pas vraiment grand-chose de rassurant à mettre en avant en termes de jeu, en termes de prestations individuelles, surtout pour les patrons de l'équipe. Josh Giddey, encore une fois, on disait contre Toronto, il avait fait un match exécrable. Là, euh, ok, il a fait 19 passes décisives. Il a fait 19 passes décisives, ce qui est son record en carrière, c'est très très bien. Il est le 4e Bulls dans l'histoire à atteindre ce chiffre-là. Le dernier, c'était Ennis Whiteley dans la saison rookie de Michael Jordan en 84-85. Il avait claqué 21 passes décisives en sortie de banc face aux Warriors. Jordan avait mis 38 points ce jour-là, donc ils ont dû pas mal combiner les deux, on peut imaginer ça comme ça. Mais bon, Josh Giddey, 19 assists, très bien. C'est excellent de réussir à une telle stat. Euh, Parce que ça montre aussi qu'il a pu trouver d'autres solutions autour de lui quand lui, il a été bien bloqué par la défense adverse. Mais son apport offensif à lui, pour le deuxième match de suite, il inscrit que 9 points, 4 sur 11 au shoot, aucun lancer franc tenté, 5 ballons perdus, 5 fautes. Donc ça fait quand même 2 matchs de suite où, enfin, sur les 2 matchs, il cumule un lancer franc tenté. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu pour ton leader, pour ton patron de l'attaque qui n'est pas forcément le meilleur scoreur de ton équipe, mais celui qui organise tout, c'est lui qui, quand euh, le reste de l'attaque coince un peu, il va marquer des points. Là, sur ces 2 matchs, il a été totalement incapable de le faire, et c'est parce qu'il y a eu des défenses face à lui qui étaient beaucoup plus resserrées, qui lui laissaient pas voilà, aller jusqu'au cercle, faire ses spin moves, tu vois, aller prendre l'espace. Non, les mecs l'ont bousculé, l'ont joué physique, et Guidi, il a fait, bon, bah c'est bon, ok, j'arrête. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu inquiétant entre guillemets parce que tu, tu te dis voilà ça fait quand même 2 joueurs maintenant sur ces quelques matchs là qui bah, quand ça joue physique en face ils sont pas trop dedans quoi donc voilà, tu peux anticiper les matchs en disant cette équipe là joue physique, je pense qu'on va se faire allumer parce que nos deux meilleurs joueurs ils vont pas vraiment résister quoi, donc c'est un peu emmerdant tout de même quoi. Et en vrai, sur ces 2 matchs-là, les seuls perfs à relever vraiment, c'est Rob Dillingham, c'est Leonard Miller, qui ont été excellents tous les deux, et qui font plaisir parce qu'ils continuent d'afficher la progression qu'on avait déjà vue dans le road trip, etc. Et Billy Donovan l'a noté après le match, euh, en parlant de ces 2 joueurs-là, en disant que voilà, ils ont fait des super trucs dernièrement, ils méritent leur minute, machin. Mais du coup, ça relance encore plus la question. Pourquoi sortir Miller du 5 de départ, puisqu'il est si excellent, et pourquoi donner des minutes à Patrick Williams? Parce qu'au passage, Patrick Williams, sur ce match-là, face aux Cavs, hein, qu'est-ce qu'il a fait, Patrick Williams? 6 points, un rebond, 2 ballons perdus, 4 fautes en 20 minutes. Non, j'avoue, c'est très bien, c'est très bien. Continuons comme ça. C'est parfait, c'est du coaching de grand, très très haut niveau. Mais bon, on parle d'un Billy Donovan qui a interdit à ses joueurs de prendre des shoots en mid-range cette saison, ou même peut-être les précédentes, on va savoir. Ça avait été évoqué, on s'en rappelle, en début de saison dans un podcast où Matas Bouzelis participait. Il avait dit que voilà, depuis qu'il est arrivé aux Bulls, ils lui ont interdit de prendre des mid-range, ils lui ont dit non, non. Et depuis le Minnesota, là, dans la semaine, Ayo Dosunmu, en répondant à une interview après un match sur son jeu, sur les shoots qu'il a pris, etc., il a évoqué le fait que voilà, il prend plus de mid-range depuis qu'il est à Minnesota, parce qu'ici, voilà, ils sont autorisés à le faire, et à Chicago, c'était interdit. Et donc ça relance, voilà, ça relance le, le- le débat sur tout ça, parce que moi je veux bien que les analytiques, ça ait pris de l'importance dans le basket, dans la manière d'analyser le jeu, etc. Mais là c'est trop, là c'est trop. On pense vraiment développer des jeunes joueurs en leur interdisant de prendre un shoot qui n'est peut-être pas le plus malin, mais qui reste une arme importante à avoir dans son arsenal offensif. On ne cherche pas à avoir des joueurs le plus complets possible par hasard des fois, non? ou, ou des mecs qui sont capables de scorer de différentes manières, de toutes les distances, non? On préfère faire des robots qui font juste attaquer le cercle, shooter à 3 points, un peu comme le milliard de fois où on partait en transition et Kobe s'arrêtait derrière la ligne à 3 points pour prendre un shoot, alors qu'il avait tout l'espace devant pour aller mettre un lay-up.
Est-ce qu'on développe vraiment le QI basket de nos joueurs en faisant ça? Bah, je suis désolé, mais moi je crois pas. Après, je suis pas coach, hein, voilà, mais franchement, regarde, il suffit de regarder là, juste là les derniers matchs qu'on a fait. On a affronté Toronto, Brandon Ingram, mid-range, 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 mid-range. Il nous a allumé toute la soirée. Est-ce qu'on a réussi à le défendre? Bah non. Donc il est pas si con que ça son shoot. Et voilà, on a perdu de 30 points ce match-là. On s'est fait absolument ouvrir. Et Brandon Ingram, il a mis des mid-range dans tous les sens. Lundi, on recevait Houston. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de revenir sur la carrière de Kevin Durant, qui est devenu au match précédent 5e meilleur scoreur de l'histoire de la ligue, qui a dépassé Michael Jordan? Des mid-range dans tous les sens. Et sur ce match-là, pareil, il nous a fait une misère incroyable. Il a mis 40 points. Et Matas Bouzeli s'est souvent retrouvé sur lui en défense en 1 contre 1. Il n'a rien pu faire. Personne. Personne. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Et DeRozan. On en parle de DeRozan? Alors lui, il y a deux choses. Soit Billy lui a interdit de prendre des mid-range. Enfin, et DeRozan, il a dû le regarder sur mais tu sais qui je suis? Enfin, je sais pas quoi. Soit Billy Donovan lui a donné un passe droit en lui disant ok, toi tu peux en prendre. Soit il lui a interdit comme les autres. Et l'autre il a fait mais oh, je suis des marques de Rosanne. Moi je vis. Enfin, ma carrière s'est faite avec le mid-range, donc tu vas pas m'emmerder. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Imagine 2 secondes. Au début de leur carrière, le premier coach qu'ils ont eu en NBA, ils auraient dit à des gars comme DeRozan ou à Kevin Durant, ouais, prenez pas des mid-range parce que c'est pas les meilleurs shoots, machin, voilà. Mais tu te rends compte le carnage? Tu te rends compte le carnage? On parle de 2 joueurs qui sont dans le top 18 des meilleurs scoreurs de l'histoire de la ligue. Mais on se rend compte du truc. Et c'est pareil avec des Carmelo Anthony, etc. Quoi. Non, franchement, faut arrêter. Enfin, encore une fois, moi je suis pas coach, hein, mais enfin, je veux dire, si t'as des joueurs qui ont développé ce shoot-là, laisse-les prendre des mid-range, honnêtement. Et puis voilà, tu veux que tes joueurs soient les plus complets possibles. Ça reste une arme à avoir dans son arsenal. Je suis désolé, mais voilà, ça, tu peux pas faire ça, quoi. Tu peux pas totalement l'éradiquer. Le diminuer, c'est une chose. Totalement l'éradiquer et l'interdire, non, je suis désolé, mais non, ça t'as pas le droit. Et donc, on parlait de Kevin Durant, on va parler de ce match contre Houston. Et en vrai, ce match, donc, comme je disais au début de la vidéo, super kiff. Super kiff à regarder. Tout le match était très très propre. Une super production offensive. Bien exécuté. Tu vois, un match serré, un banc productif pour les Bulls avec 53 points. Pendant que Houston a surtout compté sur son trio Kevin Durant, donc qui a mis 40 points. Şengün qui a fait un triple-double avec 16 sur 19 au shoot et 33 points. Et Thompson qui lui a fait le taf sous les 2 cercles avec des contests, avec des mains actives d'un côté, des dunks en transition de l'autre, des N1, etc. Donc lui, il nous a énormément fait de mal parce que c'était pas juste offensivement, c'était de l'autre côté aussi. Notamment, il y a une séquence, je crois que c'est dans le 3e quart-temps, où il y a plein d'actions qu'on termine en envoyant des passes lobées à Nick Richards. Alors, c'est une bonne idée, parce que bah, déjà, on n'avait pas vraiment ce profil-là d'intérieur avant, ni avec Collins, ni avec Smith, ni avec Vucevic, où qui t'envoyait la balle en l'air et l'autre il sautait, il la rabattait, il claquait des dunks. Aucun de ces trois-là était véritablement capable. Smith à la limite, à la rigueur, mais voilà, c'est pas non plus la même chose que Richards qui lui, tu lui envoies des trucs et l'autre, il te rabat ça avec violence. Mais là, Thompson, il avait parfaitement tout anticipé, toujours les mains au milieu pour dévier, pour voler les ballons et amorcer des contre-attaques, donc il nous a fait quand même assez mal. Mais on a résisté, on a su faire face à tout ça avec notre force collective. Sexton est sorti du banc au bout de 3-4 minutes dans ce match-là. Il a inscrit 17 points dans le premier quart-temps, avec des 3 points, des N1 comme à son habitude. Il a fini avec 25 points. Dillingham a fait des super minutes aussi. Il a mis un flotteur, il a mis un 3 points en pleine confiance. Il a donné des super passes. Au début du 2e quart-temps, Jalen Smith, il claque 2 bâches de suite. Derrière, il met un gros panier à 3 points. Voilà, on a mené de 22 points et on a déroulé dans ce match. Face aux Houston Rockets, quand même, qui sont, je crois, ils étaient 4e à l'ouest au moment de ce match. Donc, et surtout, on a pris l'avance parce qu'on a mis nos shoots à 3 points. Houston, au milieu du 2e quart-temps, ils sont à 0 sur 13 à 3 points et nous, on est à 8 sur 15 ou 16, un truc comme ça. Donc, on est vraiment bien. La première mi-temps, elle est top. À part quelques mid-range de Kevin Durant, on maîtrise, on est top. On mène, je sais plus, 61-46, un truc comme ça, un truc dans ce style. Mais forcément, ils allaient réagir. Hein, ils ont trop de talent pour se laisser. Bon, c'est bon, on reviendra la prochaine fois. Non,
non, les Houston Rockets, c'est quand même solide. Et voilà, KD, début du troisième quart-temps, boum, mid-range, boum, mid-range, boum, mid-range. Et derrière, Şengün, pouah, pouah, pouah. Ballon à l'intérieur, feinte, boum, je me retourne, panier. Ballon à l'intérieur, feinte, boum, je me retourne, panier. Richards, il a rien compris. Il s'est pris des dunks sur la tronche, des end-one. Il s'est frustré, il a pris une technique, il s'est fait. Les mecs, il lui est arrivé dessus, Thompson et Şengün, il a rien compris. Il s'est fait, mais enrhumé comme. Voilà. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire, hein, les mecs, ils ont quand même une certaine aisance technique, surtout Şengün, donc c'est compliqué quand même de défendre sur ces gars-là. Donc, et en même temps que eux nous fracassent, nous de l'autre côté, offensivement, on n'arrive plus à rien, on met plus un shoot, on trouve plus vraiment de bons shoots et on fait que tenter des 3 points dans tous les sens ou les passes pour Nick Richards à l'intérieur qui n'arrivent pas. Donc c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, Houston donc, finit par revenir, égalise, passe devant dans le troisième quart-temps avec des paniers à 3 points. Et, euh, et en fait, cette fin de match, elle va devenir totalement barrée. Plus les minutes vont passer, et plus la fin de match, elle va être barrée en fait. Il reste 1 minute 30 au chrono, il y a 118-118. Josh Giddey, boum, 3 points. Houston rate un shoot, contre-attaque pour les Bulls, Bouzelis, boum, 3 points. Donc 2 paniers de suite à 3 points, on mène de 6 points avec pile 1 minute à jouer. Temps mort pour Houston, remise en jeu, KD, boum, 3 points. Les Bulls passent à l'attaque, hop, ballon qui ressort pour Jalen Smith dans le corner, boum, 3 points. Dans la foulée, t'as même pas le temps de dire oh, KD il a déjà inscrit un autre panier à 3 points. Donc là, on a 3 points d'avance. Possession avec Matas Bouzelis qui est en tête de raquette. Et là, il se rend compte que c'est Reed Shepard qui défend sur lui. Il le regarde comme ça, il fait mais t'es tout petit toi, bouge pas. Pouf, il le bouscule, il passe devant lui, il part en drive au cercle. Personne n'arrive à temps pour venir faire le contest ou se mettre en opposition. Le lay-up pour Matas Bouzelis qui avait tout compris. Et derrière, on prend donc 5 points d'avance avec une dizaine de secondes à jouer. Et sur la remise en jeu pour les Rockets, les arbitres sifflent une faute offensive avec Kevin Durant qui pousse Josh Giddey. Ime Udoka, le coach des Rockets, demande son challenge pour essayer de faire inverser le call. Ça marche pas. Les arbitres restent sur leur décision. Donc du coup, il s'énerve et il se fait exclure. Ça donne un lancer franc aux Bulls. Josh Giddey le met et il garde la possession. Et Matas est envoyé au lancer franc. Il met les deux et on s'impose 132-124 avec le duo Giddey-Matas qui a inscrit la quasi-totalité des points dans la dernière minute 30 pour assurer la victoire, à part un 3 points de Jalen Smith. Donc c'est ça qui fait plaisir dans cette victoire, un peu comme c'est la Golden State, c'est qu'elle vient des joueurs sur qui tu as basé ton futur, quoi, sur qui voilà, tu veux que ces mecs-là prennent le contrôle, et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur cette fin de match. Ils ont été ultra clutch, et ils ont pris les choses en main, et ils ont porté les Bulls à la victoire, quoi. Donc, vu qu'on en a clairement rien à carrer de la loterie, c'est ce qu'on aimerait voir sur les derniers matchs. C'est qu'on les gagne ou pas, des matchs où Josh Giddey ou Matas Bouzelis, ou les deux en même temps, soient capables de porter l'équipe, quoi. Et si on gagne quelques matchs parce que ces deux-là ont été capables de nous porter, ça peut laisser euh, un peu d'espoir pour la saison prochaine. Et c'est on devra se contenter de ça. C'est une satisfaction, mine de rien. C'est sûr qu'on préférerait peut-être avoir plus de chance pour la loterie, mais on ne peut pas tout avoir. Et surtout avec les Bulls, il faut vraiment s'accrocher pour trouver du positif. Mais voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, il reste 11 matchs, dont 8 à l'extérieur d'ailleurs. Là, les 4 prochains, on débute à Philadelphie cette nuit. Match qui marque le retour de suspension de Paul George après 25 matchs pour prise de produits illicites. Maxi devrait être out aussi. Joel Embiid est incertain, donc on va voir. Ensuite, vendredi, on va à OKC, qui est sur une énorme série de victoires à l'heure actuelle. Le lendemain, on va à Memphis. Et lundi, on va à San Antonio pour conclure le road trip. Alors, est-ce que dans ce road trip, on va retrouver Isaac Okoro? On ne sait pas. Ça fait 7 matchs qu'il est absent maintenant, avec son souci au genou. Et à chaque fois, on nous dit il pourrait être là ce soir, il est incertain. Et puis, au dernier moment, ouais, bah, finalement, il joue pas. Donc, on ne sait pas vraiment où il en est. On a eu des news la semaine dernière de Jaden Ivey et Anthony Simons, mais juste pour nous dire qu'ils allaient être évalués une semaine plus tard, donc à peu près dans la période actuelle. On pensait que ce serait le cas avant justement le départ pour Philadelphie, mais on n'a pas eu plus d'infos que ça, si ce n'est que Jaden Ivey est out et que Anthony Simons est incertain. Ça veut pas forcément
dire grand-chose. On verra bien ce que ça va donner, mais on n'a pas eu plus d'infos que ça, donc c'est un petit peu emmerdant parce que bah, on sait pas à quoi s'attendre. Gershon Yabusele a loupé le match contre Houston, il avait un souci à la cheville gauche, et là il a annoncé incertain pour le match à Philadelphie, donc on va voir est-ce que il sera de retour face à une de ses anciennes équipes, on verra bien ce que ça va donner pour lui. Et puis dernière petite chose, je voulais quand même en parler parce que cette nuit, Mac McClung a été monstrueux et a écrit l'histoire tout simplement parce que non seulement il a claqué 59 points, ce qui est son record en carrière, le plus gros score pour un joueur des Windy City Bulls. Il avait déjà fait 54 points il y a 2 semaines, 3 semaines de ça. Mais en claquant ses 59 points, il est aussi devenu tout simplement le meilleur scoreur de l'histoire de la G-League. Avec 5335 points, en 5 saisons de G-League, il est devenu le meilleur scoreur de l'histoire de cette ligue. Donc, bah, tu peux que dire bravo. Hein. Peut-être qu'il n'a jamais vraiment réussi à décrocher des vrais contrats en NBA, mais au niveau de la G-League, par contre, bah, il a été, voilà, il a cartonné toute la saison. C'est encore le meilleur scoreur de la ligue. Il tourne à plus de 30 points par match cette saison. Et là, avec 59 points cette nuit, la moyenne, elle va encore bien grimper. Et il reste un match pour les Windy City Bulls, jeudi ou vendredi, je sais plus, à l'extérieur. Et après, leur saison, elle est terminée parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Donc, il leur reste un dernier match de saison régulière. Et après, bah, peut-être que lui et Yuki Kawamura vont revenir sur le banc des Bulls et pourront peut-être faire une ou deux apparitions sur les derniers matchs de saison régulière quand on sera officiellement éliminé du play-in et qu'on fera peut-être tourner un petit peu, qu'on reposera certains types, etc. Peut-être qu'on verra un peu Mac McClung avoir quelques minutes et voir ce qu'il est un peu capable de faire euh, au niveau supérieur, quoi. Mais bon, on verra bien. Je voulais parler de Billy Donovan aussi, parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé hier concernant le fait qu'il pourrait se barrer en fin de saison. Mais là, la vidéo, elle est déjà à quasiment 32 minutes. Donc, on se garde ça pour la prochaine fois. Ça fait un petit teaser pour la prochaine vidéo, c'est pas mal aussi. Donc, on va laisser passer ce match contre Philadelphie, on va le décrypter dans la prochaine vidéo. Et on reviendra sur les rumeurs qui concernent Billy Donovan, parce que certainement que d'ici là, il y aurait eu d'autres trucs, et peut-être que lui-même aura réagi un peu sur ça. Donc, on verra bien. Sachant que l'an dernier, il y avait déjà des rumeurs à la même époque pour dire oh, il va se barrer, il va aller prendre le job à Kentucky. Et au final, ça s'est pas fait. Là, il y a un poste qui se libère, je crois, c'est à North Carolina. Donc, il commence à dire ouais, il va peut-être aller là-bas. Mais bon. Bref, on développera ça dans la prochaine vidéo. En attendant, ben, portez-vous bien, go Bulls et à très bientôt. Ciao.